Bienvenue à toutes et à tous pour la première rencontre du Festival du premier roman et des littératures contemporaines de Laval. Un bonheur d'être avec vous comme toujours avec ce café littéraire intitulé Adolescence avec Thibaut Delman, Juliette Drouard et Marin Postel. Bienvenue à tous les trois. Vous parlez effectivement d'enfance et d'adolescence dans vos livres, de ces moments fragiles où l'on tente de construire des repères, où les injonctions ou des violences familiales ou de l'entourage blessent et fissurent. Je vais vous présenter rapidement ainsi que vos livres et puis après je vais vous laisser la parole. Thibaut Delman, L'Entroubli est paru alors évidemment 3 premiers romans, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence. L'Entroubli est donc votre premier roman, paru aux éditions Le Tripode. L'Entroubli décrit votre vie, de vos premiers souvenirs jusque vos 18 ans, une écriture de mémoire fragmentée où le langage est la survie. Un contexte de vie complexe dans une fratrie de 5 garçons, une mère extrêmement dévouée et peut-être un peu destructrice à la fois, un père fantomatique, présent mais absent, la violence de la précarité, de la honte que la pauvreté peut faire peser. Un livre sur les paradoxes de l'âme humaine, un livre de l'interstice, j'ai réussi, entre l'ombre et la lumière, une ode aux mots, au verbe et à la poésie. Bienvenue Thibaut, ravi de vous retrouver. Juliette Drouard, bienvenue. Juliette, vous êtes thérapeute, militant, chercheur à propos des questions de domination, de genre, d'âge. Vous avez publié plusieurs essais, Sortir de l'hétérosexualité chez Binge, La culture de l'inceste au Seuil, Trauma chez Stock, et fait paraître un article initialement publié par Mediapart pour le droit de vote des mineurs. Et cet article est paru ensuite dans un ouvrage collectif qui s'intitule Politiser l'enfance. Je cite tout cela parce que finalement, Cui, premier roman paru au Seuil, reprend beaucoup de ces thématiques sur lesquelles vous travaillez en tant que chercheur, nous le verrons. Cui a presque 13 ans, fait partie de la bande des 4 filles, mais ne sait pas bien qui est la 4e fille, puisque Cui parle de lui au masculin. On est en 2027. Les mineurs ont obtenu le droit de vote. On est en pleine élection présidentielle. Mais, et c'est le cœur du livre, on ne les écoute toujours pas. C'est un livre aussi sur la violence, sur l'inceste, un livre sur la difficulté de parole. Difficulté de parole, mais dans une langue sonore, visuelle, dans une langue que vous appelez dans les remerciements extraordinaire. Bienvenue, Juliette. Marin Postel, à votre tour. Vous êtes venu, vous, à l'écriture par la poésie. Alors, je crois qu'il n'y a pas eu d'édition de vos poèmes. Par contre, ils ont été mis en musique par votre frère. C'est vous qui lisiez sur scène ou c'est lui? C'est lui qui chante et qui récite, oui. Moi, j'ai pas ce talent. C'est ça, hein. Et La mer est un mur, il est là, et publié chez Phébus. Et là, vous nous transportez sur l'île de Quiézet, une île de la Manche. C'est un huis clos insulaire raconté par Joseph, le plus jeune frère, qui relate l'éloignement et la transformation d'Antoine, le grand frère, qui, pour quitter l'enfance, quitter l'adolescence, veut se poser durablement sur l'île, s'affranchir de la famille et des injonctions paternelles. C'est effectivement un livre sur l'adolescence, sur le passage à l'âge adulte, sur la famille, mais aussi sur la différence et le temps qui passe. Voilà. Alors, effectivement, vos 3 livres ont ce point commun de parler de l'enfance, de l'adolescence,
mais avec des partis pris, il me semble, résolument différents et à la fois dans les points de vue, mais aussi dans l'écriture. Alors j'ai quand même tenté de vous trouver des points communs, pour vous mettre en conversation. Et le premier point commun qui est peut-être le plus évident à la lecture, quand on les lit à la file tous les 3, c'est que vous écrivez tous les 3 à la première personne du singulier. «Je». Alors ce «je» n'incarne pas du tout la même chose dans vos livres. Alors avant de voir ce que ces «je» incarnent, ma première question c'est: est-ce que cette première personne du singulier, est-ce que ce «je» était nécessaire pour trouver ou retrouver la voix de l'enfance? Et il est beau, hein, le pavé dans la mare. Juliette? Bah, vous avez attrapé le micro, donc. Hem, c'est bon, ça marche. C'est une bonne question. Je pense pour ma part que oui. Heu, j'ai eu l'impression en tout cas, c'est un roman qui s'est écrit d'une traite, donc elle est très vite. Et je pense parce qu'effectivement, j'ai quand même suivi, enfin, j'ai eu l'impression d'écrire, heu, depuis une partie de moi presque, y compris dans la langue et dans la forme, donc presque de retrouver une partie de moi et de la laisser parler avec évidemment toute la somme de ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est pas une prétention de re-être à ce point de vue dans l'enfance. C'est un point de vue qui est forcément relu depuis tout ce que je suis. Mais j'ai eu l'impression néanmoins de suivre quelque chose quand même et de suivre non pas la voie de souvenirs autobiographiques classiques, hein, Heu, mais plutôt une voix du corps, de la psyché, d'état. Voilà, une voix d'état et mentaux et corporels et auquel a correspondu une histoire, fictionnelle, mais qui reprend certaines caractéristiques forcément, de l'histoire qui a été vécue. Merci Juliette. Thibaut, ce jeu, il a été évident tout de suite parce que vous, on est plus dans, enfin, vous êtes autobiographe, c'est votre histoire, donc j'imagine que le jeu a été évident ou est-ce qu'à un moment vous êtes posé la question de la distance que vous pourriez mettre? Alors le jeu arrive, étrangement tardivement malgré le caractère autobiographique du récit. Hem, le jeu et c'est pas intentionnel, c'est vraiment, parce que dans une fratrie, on est 5 garçons, on est dans un quartier populaire où on passe notre temps, dans les appartements des voisins, on est dans une sorte de tumulte permanent. On est une sorte de corps polymorphe, et donc j'ai dit «nous» beaucoup plus que «je» et le «je», arrive avec une certaine conscience, et donc à la puberté presque. Deuxième partie du Et il arrive donc avec fracas, avec une sorte de violence de l'altérité et de se découvrir, comme individu, avec tout ce que ça comporte de voilà, il faut exister, pour soi-même en dehors du groupe et donc c'est une grande violence et c'est en même temps, une violence nécessaire pour s'émanciper justement de ce groupe qui est aussi étouffant, quoi. Merci Thibaut. Marin Postel, il y a alors même si vous venez d'une fratrie, c'est l'histoire de 2 frères, mais je pense que Éclile, elle vous est chère aussi, mais c'est peut-être vous qui êtes dans la partie la moins autobiographique des 3 et le jeu s'est quand même, imposé et qu'est-ce qu'il représente? Parce que finalement le jeu de Joseph ce n'est, j'allais dire, que le narrateur, le personnage principal, c'est Antoine. Joseph a presque pas, plus de poids que d'autres personnages qui sont autour, qui sont importants, hein, bien évidemment et donc qu'est-ce que ça vous permettait?
Le jeu, il était évident. J'ai tout de suite adopté le jeu parce que je voulais, sans que ce soit une autobiographie, que c'est les couleurs de l'autobiographie, que ça ressemble à une histoire personnelle. Et c'est d'ailleurs en général la première idée que les gens se font du livre. Voilà, donc le jeu était nécessaire pour ça. Mais effectivement, la petite différence avec les deux autres romans, c'est que ici, le jeu est celui du narrateur, mais c'est pas lui qui est le personnage principal de cette histoire. C'est un observateur assez passif parce qu'il est tenu à distance par son grand frère. Merci Marin. Juliette, d'ailleurs, j'ai dit que vous aviez écrit des essais. Est-ce que la fiction, justement, permet le jeu ou l'essai le permet moins, quoique? Pour moi, la fiction permet surtout le corps. Enfin, et quand je dis le corps, c'est aussi dans le sens de moins être dans ma tête. Mais ce qui a pu être le cas dans les essais, j'ai écrit de la fiction à l'intérieur des essais aussi, petite pièce de théâtre ou un texte. Ça permet, oui, la mise en route du corps, des sensations, des émotions et pour moi aussi du plaisir de l'écriture. Pendant qu'elle est faite. Ce qui n'est pas le cas dans les essais où je peux avoir un plaisir, enfin d'autres types de plaisir, mais pas celui dans l'écriture. Le corps, et puis effectivement, c'est des âges où le ressenti, vous avez employé le mot d'émotion là, enfin, sont exacerbés. C'est particulièrement fort à l'adolescence. Ce ressenti, ce sensible, et là je pense aussi à vous, Thibaut Delman, le sensible il me semble très présent dans votre écriture. Quelle mémoire ça compose, ces émotions et ce sensible? Parce que votre livre, c'est vraiment le livre de la mémoire fragmentée. Et quelle mémoire ce sensible de l'adolescence compose et de l'enfance? Chez moi, c'est vraiment quand tu dis: «Ça permet le corps», la littérature, c'est même comme lecteur, moi, ce qui me touche le plus, c'est, par exemple, Marguerite Duras qui nous fait vivre une enfance en Cochinchine et on est dans son corps d'adolescente et on est dans ses désirs, on est dans ses hontes et plutôt que d'intellectualiser tout ça, vraiment tout part du corps et donc c'est, oui, une mémoire, du corps avant tout, si bien que le jeu, c'est aussi pour ça il est très en retrait malgré, en fait enfin, c'est un véhicule perceptif le corps et il y a beaucoup moins d'état d'âme à exprimer que de sentiments à se remémorer et mon éditeur m'a dit, la première fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit: «En fait, vous n'écrivez pas votre vie, vous écrivez la vie qui vous traverse» et c'est exactement là que je me situe dans l'entroubli, c'est-à-dire, presque à un niveau, sensitif, puis, incidemment, sentimental et émotionnel, mais incidemment. Merci Thibaut. Marin, vous avez dit que vous vouliez ce côté autobiographique, enfin que le lecteur croit, donc d'où le jeu. Et justement, le côté autobiographique, je parlais de mémoire. La mémoire, c'est quelque chose d'assez fragmenté. Et finalement, vous êtes emparé de ça aussi. Parce que finalement, il y a des bonds dans le temps. Il raconte, il grandit. Le regard du jeune frère évolue aussi. Et ça, vous avez eu conscience qu'effectivement, ça donnait un côté mémoire fragmentaire au livre? Oui, oui, l'idée c'était d'avoir plus ou moins été par été, enfin chaque chapitre correspondant à un été, on avance dans le temps et on va jusqu'à l'âge adulte d'ailleurs. Mais Antoine reste bloqué, le grand frère, donc reste un peu bloqué dans l'âge adolescent de toute façon. Mais ce que je voulais, c'était avancer avec cette mémoire qui forcément échappe un peu à tout le monde, les souvenirs de ce grand frère, étant tenu à distance justement de ce grand frère qui ne veut pas rentrer en relation avec lui vraiment et avec sa famille, qui s'en éloigne. Euh, les souvenirs qu'il a lui permettent de reconstituer une trajectoire, mais finalement, il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est le côté flottant de la mémoire, un peu vaporeux, que je voulais remettre dans le livre, mettre dans le livre, et c'est pour ça que le narrateur est encore une fois assez inactif. C'est un observateur et voilà, il essaie de se faire une idée des choses, de ce qu'il entend, ce qu'il observe. Il vit quand même avec son grand frère, donc évidemment, il y a des choses. C'est un témoin direct de plein d'événements, mais mais malgré tout, il peut pas atteindre à la vérité entière de son frère parce que celui-ci le laisse pas faire. Donc la mémoire, elle est floue.
Puis je me suis dit: «Est-ce qu'il y a pas cette métaphore de, justement cette mémoire qui peut être un peu floue, qui peut être de plus en plus floue au fur et à mesure où le grand frère disparaît, enfin s'éloigne, disparaît pas complètement, mais s'éloigne et disparaît». Finalement, il y a un parallèle à faire entre les 2 flous. Oui, et plus on avance dans le livre et plus, la résignation, du petit frère du narrateur Joseph arrivant, plus, bien les souvenirs sont légers, le temps passe un peu plus vite, et donc ça incarne ça, ça matérialise cette idée-là, oui. Merci. Juliette, vous, le texte a un côté fragmenté aussi, mais plus de p par la peut-être par la forme et puis de toute façon, c'est toujours fragmentaire, on va pas suivre les personnages de minute en minute. Mais outre ç moi, il me semble qu'il y a un autre mot qui est important dans votre texte, plus que fragmentation et ça rime, c'est dissociation et c'est peut-être moins joyeux que la fragmentation. Hem, Cuicui et les choses sont sous-entendues, mais jamais clairement dites. Quand Cuicui est dans sa chambre, on entend le pas du père qui monte plusieurs fois dans le livre et à ce moment-là, il se dissocie de plus en plus. Qu'est C'est quoi ce processus-là et est-ce que ça l'empêche de grandir? Hem, alors c'est quoi ce processus-là? Je peux répondre d'une manière, clinique. Bah, c'est un peu j'en profite mon cher. Bah, on va dire que cliniquement, en tout cas, quand on dit dissociation, c'est quand, il y a, un danger, psychique ou physique, pour la personne. Donc, bah, typiquement dans des cas de violences, sexuelles, en général et ici dans l'enfance. Hem, c'est quand il y a un danger, le corps va d'abord, essayer de s'activer, pour essayer de repousser le danger ou de fuir et produit tout un tas d'hormones pour ça. Sauf que quand, le corps n'y arrive pas, soit parce que, la situation de danger, elle est tellement, voilà, impossible à comprendre, donc en l'occurrence l'inceste, c'est tout à fait le cas. Soit parce qu'on y est replongé trop souvent, donc il y a pas de porte de sortie, et il y a de l'usure. Bon, en tout cas, quand tout ça n'arrive pas à terme, c'est-à-dire le fait de repousser ou de pouvoir s'en aller, au bout d'un moment, ces hormones qui sont sécrétées pour ça, pour mobiliser, les muscles deviennent toxiques et donc on déconnecte pour éviter de mourir. Sinon ces hormones feraient mourir, et donc c'est ce qu'on appelle la dissociation, traumatique. Et pour faire ça, bah, on produit tout un tas d'hormones, qui sont plutôt, apparentées, à la morphine, à la kétamine, pour engourdir en fait, là où l'alarme qui sonne dans le cerveau et éteindre ça. Et donc ces états, dissociatifs, deviennent ensuite, assez chroniques. Surtout dans les cas où on est toujours replongé, dans cette situation-là et dans les violences, pendant l'enfance. Donc c'est vrai que c'est une écriture, assez dissociative, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, presque, enfin là, je pensais à ça quand à cette question, c'est que quelque part le fait d'écrire, hem, relève aussi, plus de l'activité de la pensée souvent, en tout cas, on met en reflet, beaucoup plus, de cérébralité, même quand on raconte, la motricité. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté un peu dissociatif quand on écrit et quand on lit quand même, mais que là, c'est vraiment une écriture depuis la dissociation. Donc c'est, beaucoup, de jeux qui se dit aussi devenir fou ou qui, par, son monologue interne, transcrit qu'il n'y a pratiquement plus que des monologues internes. Le présent, du coup, est plus vraiment là. Donc c'est presque, je sais pas comment dire, une redondance dans l'écriture du fait un petit peu dissocié d'écrire. C'est que là, le personnage de Cuicui, effectivement, est tout le temps dans sa tête. Tu nous lirais alors évidemment, je ne retrouve pas le passage que je voulais te faire lire parce que je suis un peu émue. Un extrait qui illustre le monologue intérieur et peut-être ce côté, dissociation,
Eh ben, je sais pas. Bon, je prends la page qui est cornée, hein. Il y en a plein. Vous avez du temps? Bon, je sais pas si ça correspond du coup. C'est Leïla, sympa, qui me prend le bras. Bientôt, Alexandra et Aude. On commence à chanter. Nous sommes la bande des Quattrofilia, 4 filles, 4 filles. Bras dessus, bras dessous pour traverser et aller sur la pelouse. Je sais pas sur l'air de quoi. On m'a recueilli il y a 1 an. Sympa. Je ne sais pas qui était la 4e fille, sûrement pas moi, mais on s'adapte. On a sûrement plein de questions comme ça, mais on n'en parle pas. En fait, je ne sais même pas de quoi on parle. On traverse la vie dans une sorte d'acouphène permanent, une sorte de brouillard entre elles et moi, entre elles et moi. Sincèrement, je comprends rien à ce qui m'entoure. J'aimerais beaucoup jouer au foot, mais je suis devenue trop efféminée. Progressivement mis hors jeu en début de puberté, là aussi, comment, pourquoi le brouillard demeure. Mes sentiments ne se traduisent pas vraiment en pensées articulées, ni dans ma tête, ni dans ma bouche. Par exemple, si je prends le temps d'y songer, je me sens proche d'Alexandra. Pourquoi? Je la trouve attirante. Aussi, je pense que son père est alcoolique. C'est peut-être pas vrai d'ailleurs, juste une association d'idées. Mais en tout cas, ça sent qu'elle a peur de lui, qu'on marche sur des œufs, que ça pourrait péter. Ça m'est familier. Un petit bout. Je rêvais de vous faire chanter, ces choses faites. C'est une Tiens. performance. Tiens, puisqu'on en parle, le foot, le mot est présent dans vos 3 livres. Alors chez Marin, c'est une des premières fois où Joseph et Antoine vont aller à la caserne. Donc la caserne, l'île, elle est un peu divisée entre 2 habitats, on va dire, l'ancienne caserne Vauban où habitent les pêcheurs, les vrais îliens, et puis évidemment les maisons en bord de mer des touristes. Et ça forme 2 mondes qui cohabitent ou parfois se battent. Et bah, les mères font en sorte que les enfants se rencontrent et donc Antoine et Joseph rencontrent Baptiste, oui, et son cousin. Donc là, j'ai oublié le nom alors que je l'avais ce matin, mais c'est pas grave. Rémi, voilà. Et le petit frère, il croit qu'ils vont aller jouer au foot. Donc et chez Thibaut, il y a des foot dans la rue. Qu'est-ce que ça représente à l'enfance ou à l'adolescence finalement, le foot? Ça représente le partage, ça représente la castagne, ça représente le fait d'être dehors, en dehors du poids de ce que peut être la famille? Moi, en l'occurrence, dans le livre, c'est purement pas factuel, mais c'est... Ouais, je fais ce que je peux. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire, évidemment. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en l'occurrence, c'est plus comme une mère qui dit à ses enfants allez rencontrer les enfants des voisins et puis débrouille-toi avec, vous allez faire un foot, quoi. Sauf que la partie n'a jamais lieu parce que l'autre bord n'a pas envie de jouer avec eux et donc les ignore complètement. Et en fait, ils ne prennent même pas la peine de les écraser. Ils les considèrent pas, ils partent en disant au revoir, en faisant une petite remarque sur le fait qu'ils sont là depuis des générations et que Joseph et son grand frère sont pas les bienvenus. Alors qu'ils sont pas bien vieux quand même, hein. Ça veut dire que il y a une transmission de cette appartenance au territoire du côté des pêcheurs, des vrais, comment on les appelle, les Kéziotais, les Kéziotos, Les Kiézois, pardon. les Kiézois. Et que finalement, dès le plus jeune âge, ce rejet du Parisien qui vient en vacances, il est ancré, il est transmis. Oui, il est transmis effectivement. Bah, c'est 2 mondes qui se parlent peu en fait et donc qui se comprennent pas entre le monde des estivants un petit peu mondain et qui prend les pêcheurs locaux pour des brutes qui passent leur temps à se taper sur la tête au bal annuel
et les pêcheurs qui se sentent méprisés, et puis surtout qui se sentent spoliés, parce qu'ils ont l'impression que quand les 2-3 générations avant, quand les familles d'Iliens, des Stevens sont arrivés, elles se sont accaparées les terres. En tout cas, elles se sont installées dans les belles maisons, elles ont fait construire des maisons dans la belle partie de l'île qui donne sur Lens, et eux, ils sont relégués dans cet ancien fort où ils s'entassent, où les conditions de vie sont précaires. Donc oui, il y a cette animosité, et du coup, elle est forcément transmise, puisque très vite, on grandit dans ces conditions-là. Chaque monde évolue avec ses propres codes, ses propres légendes, de manière très similaire finalement des deux côtés, mais sans jamais se rencontrer. Merci Marin. Mais en fait, le foot, ça me permet aussi de tirer le lien de la bande et du collectif. Alors le collectif, chez vous Thibaut, vous l'avez dit, le nous, c'est plutôt la fratrie des 5 garçons, plus que des copains ou des copines, puisque l'école, c'est pas forcément... Enfin, il y a un rapport ambivalent, on va dire, à l'institution scolaire. Mais ça représente quoi, justement, la sortie de la pesanteur de ce qui peut se passer dans l'appartement? Oui, le livre s'ouvre sur le foot, en effet. Donc si vous voulez, je peux vous dire cet extrait, c'est le premier paragraphe du livre. Ah oui, c'est vrai que Thibaut n'a... Tu veux le livre ou Non, non, non? merci. Thibaut connaît son livre par cœur. Il dit son livre. Vas-y. La ville éclaire ce qui sans elle serait la nuit. Plus haut encore, 4 lampadaires s'inclinent sur un rectangle synthétique où jaillit un ballon, tous à sa poursuite. Sans maillot ni arbitre, on devine à qui pourchasse et à qui réclame, avec et contre qui on est. D'ici, nuées autour des spots, les mouches passent pour des lucioles. Dans les nets contours du lieu, on court à l'infini. Là, on se bouscule, bascule, s'insurge, se relève, se distance, frappe, marque. On salue la foule qu'on imagine, et déjà le ballon s'émancipe. Et déjà on court à lui, se le dispute. Tandis que les nerfs se lassent, que les règles s'essoufflent, il est temps pour les vaincus de demander la défaite aux vainqueurs, qui l'acceptent comme une faveur. Alors on s'agglutine toutes mains aux hanches face à une seule cage démesurée, où l'on tire de trop près, sur un gardien sans défense et sans gants, désigné volontaire. On frappe comme on s'insulte et comme on rit, sans compter. L'enjeu est déjà hors du cadre. Parmi des centaines de carrés de lumière, chacun en guette un du coin de l'œil. Il faudra rentrer dans les temps. On se propulse en coup de vent dans les rues où le ballon tombe des mains jusque sur la route. On rattrape le retard qu'on s'est créé. Et puis on arrive, sans plus de souffle, pour boire et manger ce qu'il y a à boire et à manger. Et là, il y a Marin Postel qui flippe en se disant, faut que je lise tout à l'heure. C'est ça. En vous écoutant, Thibaut, le ballon s'émancipe. Et en fait, je crois que dans vos 3 livres, il y a eu le mot transformation de prononcer tout à l'heure, peut-être par Juliette, mais l'adolescence, c'est aussi ça. Enfin, il y a des histoires enfin, c'est l'émancipation qui est au cœur, quel que soit le parcours, quelle que soit la violence, quel que soit le milieu social. Est-ce que pour vous, adolescence, finalement, rime avec émancipation? Bon.
Oui, évidemment. Adolescence et passage à l'âge adulte. En tout cas, dans mon livre, il y a l'émancipation d'Antoine, évidemment en grandissant, qui se construit selon ses propres valeurs, qui sont plutôt celles justement d'un milieu opposé au sien, donc qui se construit beaucoup en contradiction avec les siens. Donc cette émancipation, elle se fait de manière assez évidente dans le livre. Elle se fait à l'adolescence sur le rapport à la famille, mais elle se fait vraiment aussi à l'âge adulte, puisque c'est le moment où finalement il prend vraiment sa liberté, il part de chez ses parents et plus personne ne le voit d'une façon, enfin très peu. On le retrouve sur l'île, mais je veux dire, donc elle se fait aussi au moment où on franchit un peu le seuil de l'adolescence. Des trois, on va dire que c'est le personnage, j'allais dire qui vient de la famille la plus douce. Et lui, finalement, il a besoin de s'émanciper de quoi? Des injonctions sociales? D'assumer une différence? D'assumer une différence, une sensibilité aussi, en fait. Je pense que c'est parfois dur d'expliquer, et c'est assez ce que le narrateur dit assez vite, de pouvoir détailler toutes les nuances par lesquelles la distance d'Antoine s'est opérée. En fait, il y a évidemment des moments qu'on essaie de retrouver. Donc il se dit, il y a cette claque à la sortie de l'église, il y a ces moments-là qui vont forcément marquer une rupture un peu plus forte. Mais finalement, c'est les choses qui se dégradent par nuance, et puis c'est aussi la manière d'être d'une personne. Antoine puise dans des connaissances, et notamment un grand frère, avec lequel j'ai des très bons rapports au contraire, mais à l'adolescence c'était un passage compliqué, et ce livre c'est un peu la trajectoire qu'aurait pu suivre ce frère s'il n'avait pas décidé de rester auprès de nous. Et ce frère, j'ai jamais pu m'expliquer pourquoi, il était un peu différent, à part sa sensibilité particulière, sa susceptibilité particulière d'ailleurs à l'époque, et donc moi je l'ai observé comme ça sans pouvoir toujours le justifier. Merci. Émancipation pour Cuicui. Alors à la fois, il y a ce qui passe peut-être aussi par le droit de vote. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ça. Juliette, ce droit de vote des mineurs, qui est un de vos sujets de réflexion par ailleurs en tant que chercheur. Est-ce que ça suffit? Dans le livre. Alors dans le livre, non, ça suffit pas. Et alors désolé, je vais reprendre parce qu'en fait, quand tu as posé la question, du coup, j'ai commencé à y réfléchir, donc j'étais déjà lancé sur un truc dans ma tête. Si c'est OK. Eh beh, bien sûr que c'est OK, c'est votre moment. Dans l'émancipation, quand tu as posé cette question, je me suis dit que moi, dans ma vie, j'avais manqué justement cette trajectoire d'émancipation à l'adolescence. Et parce que j'ai eu une difficulté à me ressaisir de ce qui était en train de se passer. J'étais dans un flou artistique très flou, quoi. Et du coup, il y a une sorte de fuite, pas vraiment très consciente, mais une sorte d'éloignement, en tout cas physique, sans opposition et sans possibilité ou capacité à se... bon, je vais être sympathique, et plus juste sans possibilité, je pense, à l'enfance, de se ressaisir de ce qui était en train de se passer. Et par contre, dans ce livre, Cuicui, pour moi, c'est une vraie trajectoire d'émancipation. Parce que il y a des personnes qui vont lui permettre de comprendre ou d'intuitionner ce qui est en train de se passer. À travers, enfin là je parle à la maison, dans les violences subies, à travers une association qui vient à l'école, et c'est un livre écrit avec un double point de vue, donc au jeu, mais aussi à la troisième personne avec cette prof qui comprend, qui intuitionne en tout cas ce qui est en train de se jouer, et puis par Leïla, par les autres enfants et adolescentes, ce que je trouvais intéressant, qui là aussi se reprennent un petit peu de leurs conditions. Et c'est en ça, à la limite, que le droit de vote peut interagir aussi avec ça. C'est que le fait que ce sujet soit posé par la société, ça leur permet quelque part de se réfléchir en tant qu'enfant, adolescente. Donc de réfléchir aussi
Même si évidemment le livre est heureusement pas explicatif, mais il y a cette donnée-là qui fait qu'il y a des groupes aussi qui se forment autour de ces sujets. Donc je pense que de par toutes ces mains tendues ou ces réflexions tendues, il y a la possibilité pour Cui de se penser un peu en tant que sujet qui est en train de vivre ce qu'elle vit. Et du coup, même si les sables sont très mouvants, sans qu'il n'y a pas grand-chose sur lequel s'appuyer de très solide dans son esprit, il y a quand même quelque chose qui chemine avec et qui est réfléchi. Et c'est ce qui permet petit à petit la question de l'émancipation, pas que, mais voilà. Thibaut, l'émancipation, elle est là, elle passe aussi par l'écriture. À 14 ans, un cadeau, un ordinateur, c'est votre oncle et tante qui vous l'offrent. Euh, c'est une émancipation. Il y a à la fois l'émancipation, on pourrait dire naturelle de tout adolescent, mais c'est aussi une émancipation par rapport à ce vécu qui n'est pas évident. Je disais que ce père à présent absent, c'est-à-dire que le corps est là, mais il est absent, avec cette mère ultra dévouée. C'est une ode à la mère, hein, même si vous montrez aussi peut-être ses côtés excessifs qu'elle peut avoir, et c'est peut-être sa façon de survivre aussi par rapport à la difficulté de la vie. Et puis peut-être une émancipation par rapport à une injonction, il me semble, qui est celle qu'on ne peut que haïr le père. Et moi, je trouve que j'ai dit une ode à la mère, mais je trouve que votre livre, il me semble, est aussi une émancipation par rapport à cet ordre maternel de on doit haïr le père, et aussi une déclaration d'amour au père qu'on découvre sur le tard, et on s'émancipe de cet interdit. Oui, alors pour moi, c'était aussi un flou artistique complet, l'adolescence, un flou, identitaire, j'étais complètement, dans ce brouillard, et l'unique émancipation, c'est l'écriture, et l'écriture, me vient, non pas comme un moyen de m'émanciper, mais comme, plutôt, avec la poésie qui dans mon collège, en fait, le collège est un pendant à ce foyer familial qui est très conflictuel, avec ce père alcoolique puis gravement handicapé à cause de l'alcool, et ma mère qui s'en occupe, mais c'est beaucoup de paradoxes, cette mère, en effet. Et donc, un jour, une prof, prononce le mot fleur, et elle arrive dans une classe où les gens fument du shit, où il y a des projectiles partout, à créer une sorte d'attention. Et elle écrit au tableau: «Et musicalement se lève l'absente de tout bouquet». Et pour moi, en fait, cette fleur s'émancipe du langage et de toute image, parce que ça peut pas être si elle manque à tout bouquet, c'est que la fleur comme mot, est forcément un absolu, et c'est insaisissable. On peut pas la sentir, on peut pas la cueillir, on peut pas la réduire à une marguerite ou à une rose. Elle est toutes les fleurs et elle en est aucune. Et vraiment, jusqu'à l'entroubli, c'était c'est cette émancipation du langage qui produit la mienne. Et le non, c'est bon. Je me noie toute seule. Je parlais d'injonction, il y a un autre personnage, chez vous, Marin, que j'aime beaucoup, qui est le personnage de Baptiste dont je parlais tout à l'heure, donc le fils de Marin, et qui lui a l'injonction finalement de rester sur l'île, de reprendre l'affaire familiale, quoi. On est marin-pêcheur de grand-père en père, en fils, en arrière-grand-père, en petit-fils, et finalement, c'est peut-être lui qui est le plus en souffrance dans cette non-émancipation.
Alors, on va peut-être en parler. Je vous ai choisi un petit passage. Alors, c'est au moment où Antoine commence à monter sur les bateaux avec la famille de Baptiste. Oui. Alors, pardon. Antoine, autant que sur les plateaux des carrières, avait l'air de se sentir à l'aise dans ce décor. Avec le temps, les gestes étaient devenus relativement naturels, et ce que l'habitude n'avait pas fini de lui enseigner, Baptiste se chargeait de le lui expliquer. C'est lors de ses sorties en mer que j'ai pu voir à quel point la vie de Baptiste, à son âge, était déjà réglée, et à quel point elle s'éloignait de celle de mon frère. Ma mère savait par Lise que Baptiste avait voulu poursuivre ses études après le collège, l'année précédente. Pour ça, il aurait dû aller à Longue Mer et revenir le week-end, le grand-père avait refusé. Pêcheur était donc officiellement devenu le métier de l'adolescent, même si depuis qu'on le connaissait, tout ça paraissait décidé. Rien de commun avec le quotidien de mon frère, quoi qu'il en pense, et il fallait voir pourtant comme ils étaient proches, comme la relation qui les unissait était spéciale. Cette façon d'être attentif l'un à l'autre, Baptiste qui prenait le temps lors d'une manœuvre difficile qui nécessitait de la vitesse, s'il remarquait Antoine l'observait en cachette, de venir à lui pour étudier ses gestes et lui expliquer comment mieux faire. Ah oui, pardon, j'ai un débit un peu rapide apparemment. Ouais, ok, vous voulez que je recommence? Ou sinon je lis un peu plus et comme ça vous fera rentrer dans le texte. Plus que sa beauté presque troublante, plus que la facilité avec laquelle il évoluait dans ce monde grouillant et rude qu'était la vie à bord du rafio du grand-père, c'était la bienveillance de Baptiste qui saisissait. À mon tour, j'ai alors commencé à développer une certaine admiration pour lui, à apprécier ses sessions de pêche. Je ne suis monté qu'une poignée de fois avec Baptiste, à dire vrai, mais je reste marqué d'avoir pu entrevoir ce morceau de son existence, d'avoir pu observer cet environnement où s'était logé mon frère. J'ai assisté à ces heures sublimes où la coque s'enfonçait dans un recoin sinueux du chenal et où Baptiste venait nous montrer comment on sondait l'eau, trouble avec un aviron de godille, et puis ces instants où il arrêtait sa manœuvre pour nous décrire patiemment quoi faire, par exemple à bord du bateau du père de Rémi, où il m'avait appris à manipuler sans me blesser les poissons gris qui servaient à appâter dans les casiers. Je m'arrête là. Non, tu peux Ah. continuer. Mais... Encore trop rapide? Ah, tu Non, je suis réaccélères. désolé. Ok. Je découvrais dans sa manière de s'exprimer des images d'une beauté qu'il ne soupçonnait pas et qui demeureront gravées dans ma mémoire. Fais gaffe avec le chinchard. Si tu vas trop fort, tu te piques le doigt. Si tu vas trop doucement, tu le perds. Faut que tu le tiennes comme un oiseau prêt à s'échapper. Je vais m'arrêter quand même. Bon, on peut l'applaudir. Merci, Marin. Il incarne quoi, Baptiste, dans ce livre? À part cet empêchement, c'est là qu'on pense au droit de vote des enfants et aux droits des enfants et à la lutte contre la domination familiale. Lui, il peut pas s'émanciper. Qu'est-ce qu'il incarne dans le livre? Bah, il incarne des choses différentes selon les personnes qu'il considère, mais pour Antoine, le grand frère, il incarne une liberté, celle de la vie sur cette île, qui correspond pour lui à la vraie vie, les relations sincères, forcées par la nature, par les éléments, sans les préjugés et finalement les faussetés de son environnement bourgeois. Et donc il incarne la vie qu'Antoine veut vivre, veut mener. Mais pour le lecteur, il incarne autre chose. Il incarne au contraire une personne qui est empêchée dans ses mouvements, qui est engluée en fait dans son environnement. Évidemment, c'est le sujet central du livre. C'est toutes les personnes qui malheureusement, du fait de leur environnement social, familial, économique, tout ce qu'on veut, peuvent jamais atteindre complètement elles-mêmes, ne jamais être complètement elles-mêmes, parce qu'elles se le permettent pas, parce que c'est pas facile. Et évidemment, le contexte de l'île permet d'accentuer ce propos et l'image de tout ça. C'est un huis clos, mais en fait, la mer est un mur, c'est-à-dire que c'est pas un espace de liberté, c'est un enfermement. Quand on vit sur une petite île où il n'y a pas de perspective d'avenir autre que de devenir marin-pêcheur, et quand on ne veut pas le devenir, bah, la mer est un mur, et donc Baptiste, oui, c'est évidemment cet empêchement, c'est ça qu'il incarne. Marin parle d'empêchement en fonction du milieu social. Thibaut, vous, votre mère, elle avait de l'ambition pour ses enfants? Oui, dans le texte, je dis qu'elle nous met même une pression qui est, enfin, c'est démesuré, les attentes qu'elle avait pour nous sortir de notre situation sociale, économique. Enfin, on était menacés d'expulsion, notre père buvait l'argent du loyer en
en HLM, mais elle nous disait qu'on ne s'en sortirait que par l'école. Mais là aussi, c'était une émancipation, finalement, qui était doublée d'une énorme pression sur chacun et qui était assez invivable. Et d'ailleurs, on a tous fini plus ou moins cancre. Il y en a certains qui s'en sont sortis par l'école, mais c'est pas mon cas du tout. Mais quand même, il y a eu, voilà, c'était l'école ou rien, c'était le bastion de toute importance. C'est comme ça que je le décris, et on était là presque à devoir être sage aussi parce qu'on a fréquenté pendant quelques années une école bourgeoise qui n'était pas du tout de notre quartier. Elle est partie sans payer, elle a eu les huissiers pour cette raison, donc elle a volé notre éducation très, très concrètement. Mais nous, on était vus déjà sur le plan vestimentaire, tout ça, on était vus. Et là, c'est l'école de la vie. C'est-à-dire qu'on a vécu les injustices sociales, on a dû manger dans le salon d'honneur, et après on a été... Oui, parce qu'elle elle arrive à vous faire inscrire dans des écoles privées parce que vous êtes dans un quartier où les écoles du quartier ont plutôt mauvaise réputation. Oui, Et en même temps, il n'y a pas l'argent pour la cantine. voilà, c'est ça. Donc, normalement, vous mangez dans le salon d'honneur et puis finalement, Ouais, finalement, pour des raisons de sécurité, d'assurance, on vous cache au fin fond de la cour pour pas qu'on vous voie. voilà, donc qu'il pleuve ou qu'il vente, on est puni alors qu'on est très sage, et on mange dans la cour, et là on commence à voir vraiment la marge sans aucune... c'est pas métaphorique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'espace, coupé des autres parce qu'on n'a pas l'argent. Et ma mère nous prépare des thermos où on mange, et on vit donc très tôt sans tout à fait le comprendre. On vit très très tôt ces injustices que je donne une fois de plus à vivre vraiment dans mon corps, dans nos corps d'enfants, et non pas de manière intellectuelle. Ce qui pour moi est plus... C'est comme quand Proust nous décrit un milieu qu'on pourrait dire privilégié, il nous décrit sa solitude. Et on a accès à une grande solitude. Et je lui en suis reconnaissant de nous donner accès à ça et de ne pas nous laisser avec l'archétype. Je disais qu'il y avait un... Alors, Juliette a parlé de cette prof qui va s'occuper de Kwiki, qui est Madame Gisèle, qui a l'intuition qu'il se passe quelque chose à la maison. Donc, tous les deux, vous parlez de l'institution scolaire et de ce qu'elle peut donner. Bon, Marin, lui, en faisant la période estivale, il s'en est débarrassé et il n'y touche pas. Je disais, Thibaut, qu'il y avait un rapport ambivalent à l'institution scolaire, puisqu'à la fois, il y a ce que vous venez de raconter, où vous prenez l'injustice sociale, la différence de classe en pleine tronche, et en même temps, il y a ce que vous avez raconté avant, il y a cette prof totalement lunaire qui prononce fleur. C'est au collège où les autres vous ont surnommé le poète. Enfin, il y a des fulgurances comme ça quand même grâce à certains professeurs, où il y a la lecture en classe. Vous êtes le seul à avoir rendu le devoir, la prof vous fait lire et elle trouve que vous êtes un peu trop lyrique d'habitude. Et là, vous prenez un statut, j'ai l'impression. Oui, alors la plupart de mes frères ont fait un effort d'intégration, alors que ce soit pour un frère qui a fait une école de commerce, et donc là il y a eu une grande scission entre nous. Donc il a fait une intégration plutôt vers les classes supérieures. Et puis il y a d'autres frères qui se sont complus dans les codes du quartier. Et moi, j'ai cultivé une singularité par la langue, et donc on m'a appelé le poète, mais ça m'a permis... donc je parlais vraiment en bourge, hein, c'est comme on disait, sale bourge. Et j'ai cultivé ça, et j'ai compris aussi que c'est en cultivant ça que j'aurais pas à faire les gros bras et à jouer dans ce quartier qui est violent. Il y avait quand même la police dans la cour de récréation, parce qu'on a passé quand même le plus clair de notre scolarité à Porte de Vanves, dans l'un des pires lycées de France, et collège avant ça. Et donc moi, j'avais pas du tout envie de jouer les petits garçons sont vraiment amenés à ça, sinon on se fait écraser. Mais moi, j'étais une sorte de petite grenouille fluorescente très suspecte, donc qu'on respectait comme ça. C'est-à-dire que l'animal qui est trop bizarre, il est respecté pour son étrangeté.
Et donc j'ai cultivé cette étrangeté et on m'a respecté, même défendu sans que j'aie à le faire moi-même, parce qu'on tenait à ma singularité. Après ça fait que j'avais pas d'amis, mais j'avais une sorte d'amitié diffuse autour de moi qui était protectrice. Juliette, l'école protectrice, les assos protectrices, ces choses-là vous semblent importantes et Cuicui, effectivement, va y avoir tout ça qui va se mettre autour d'elle, de lui, Oui. pardon. Ah, Yel, Elle, bah, elle. c'est un alternance. Oui, oui, je trouve qu'il y a un peu aussi cette, peut-être ce que tu disais. Pardon, j'étais parti dans ma tête quand enfin, je t'écoutais, du coup ça. Mais oui, il y a en tout cas peut-être aussi un petit peu ça dans l'entourage. Après, peut-être que l'entourage a toutes ses bizarreries aussi, mais il y a en tout cas cette camarade Leïla, pour qui elle a un émoi et enfin une amicalité qui est peut-être un émoi, enfin on sait pas, mais qui est très protectrice pour le coup. Pardon, désolé, j'ai perdu la question, j'étais trop dans mon. Désolé. Je parlais de l'institution, enfin, Madame Gisèle, les associations, peut-être cette nécessité, effectivement, de ces socles-là qui peuvent entourer et aider Cuicui, même si finalement, on a l'impression que la solution à la fin du livre, ce serait la fugue malgré tout, mais quand même, ça vous semble important qu'il y ait ces repères. C'était ça ma question. Merci. Ben, oui, ça a contenu le personnage comme, moi là j'ai pas été contenu parce que je suis, en empathie avec, mes 2 voisins, donc je fluctue avec vos humeurs, mais, oui, ça a contenu le personnage effectivement, cette prof qui regarde, cette association qui passe pour parler des violences sexuelles, qui fait que tout d'un coup il y a un réveil dans le sens une association pour le coup, avec son corps, avec ce qui se passe, qui est un réveil brutal pour le personnage en fait, parce que du coup Yael est obligée de se connecter à des émotions, à des ressentis, au lieu de rester tout le temps dans le brouillard perché. Donc fait que quelque part, cette reconnexion grâce à l'association, elle est à la fois salutaire et à la fois très brutale. Parce que cet état de dissociation permettait de préserver la personne, c'est la fonction de la dissociation. Donc là, comme tout d'un coup, on est obligé de reconnecter à en fait, peut-être qu'il se passe ça, c'est à la fois brutalisant et en même temps, du coup, ça tisse un réveil partout, y compris auprès de cette prof qui commence à se dire bah ah, merde, du coup on en a parlé en classe donc c'est bien, mais en fait si du coup ça produit quelque chose, qu'est-ce que je vais en faire? Donc ça produit aussi son réveil à elle, de se dire bah juste qu'est-ce que je vais en faire de cette question-là? Et bien sûr que ça produit des choses. Enfin, l'inceste, voilà, ça concerne à peu près 3 enfants par classe, et encore là je parle des personnes qui le subissent. Je parle pas des personnes où il y a beaucoup d'adolescentes qui aussi produisent des actes de violence sexuelle sur leurs frères, sœurs, cousins, cousines. Donc bon, ça touche forcément quelqu'un dans une classe, à plus d'un titre, parfois aux 2 titres, parfois un titre, bon, bref. Et du coup, cette prof, ça éveille cette prof aussi, et elle va s'en préoccuper. Donc un peu contenir, ou en tout cas être témoin de l'état d'alerte et de l'explosion que ça produit chez Cuicui, qui la dépasse un peu. Et peut-être que celle et c'est pour ça qu'il y a la thématique de la fugue, peut-être celle qui contient le plus, c'est cette camarade, en fait, qui n'est pas dépassée, qui est là physiquement, qui est très ancrée, en fait. Et du coup, qui par sa présence ne doute pas quelque part de ses moyens, y compris de ses moyens moteurs,
C'est-à-dire, on peut s'en sortir par une activité motrice, et donc qui est une des figures, voilà, qui permet, mais c'est multiple. C'est vrai que c'est plein de personnes qui permettent. Pardon, j'étais un peu long. Marin, j'ai l'impression qu'Antoine, plus il passe à l'âge adulte, plus il se perd, plus il s'évapore. Il y a toujours des plans foireux. Euh, c'est raté d'être adulte. Enfin, c'est. Non, non, Antoine, encore une fois, cette particularité, peut-être cette sensibilité, c'est le terme que j'employais tout à l'heure, mais c'est celui qui décrit le mieux Antoine et mon grand frère, je pense, qui n'est pas la seule inspiration d'Antoine, mais voilà. Antoine, plus il grandit, plus il s'isole. En fait, je pense qu'encore une fois, il passe pas trop le cap de l'adolescence, cette espèce de révolte très forte et très expressive qu'il a, il la contient pas, et il fait un petit peu c'est pas une fuite en avant, mais je veux dire, il s'enferme là-dedans, et une fois qu'il s'est mis dans cette voie-là, il s'arrête pas, quoi. Et donc certes, il va petit à petit vers ses buts, mais au final, ça conduit à un isolement de plus en plus grand, parce qu'il a ce côté un petit peu transfuge finalement, c'est-à-dire qu'il essaie de passer de l'autre bord, mais il est du coup jamais vraiment à sa place là-bas, et il est plus trop accepté parmi les siens, donc voilà, il s'enferme finalement sur ce territoire déjà minuscule qui est l'île. Il finit par évoluer dans un périmètre de plus en plus réduit et se retrouver seul. Merci Marin. Il nous reste 3 minutes et je voudrais qu'on parle de vos écritures. C'est des textes finalement sur l'émancipation, sur la transformation, sur la difficulté de la parole, parce que l'adolescence, c'est aussi un âge où il y a la difficulté de la parole. Et je voudrais qu'on parle un peu de la façon dont vous transformez ça en langage, en littérature. Marin, j'ai l'impression que, alors que vos 2 camarades tordent pas mal la langue et sont peut-être beaucoup plus dans le corps, vous êtes dans le territoire, dans le lieu, il y a un truc d'ancrage. Oui, je voulais faire un roman en atmosphère et qui soit porté par une langue plus que par une histoire. Effectivement, je n'ai pas ce rapport au corps, je voulais uniquement le rapport au verbe, au mot, et parfois les idées viennent après, même les images. Et je voulais faire un roman d'atmosphère où on rentre tranquillement et lentement comme dans une mer, un petit peu froide d'ailleurs, c'est la remarque que je faisais à Thibaut hier quand on en parlait. Et voilà, donc on est immergé là-dedans, et le paysage, la mer, les éléments évidemment, ça fait partie, c'est presque un personnage à part entière, ça influe dans l'histoire, puisque la mer d'ailleurs, au final, elle-même amène une séparation entre les habitants sur l'île, parce qu'ils n'ont pas tous le même usage de la mer, entre ceux qui en vivent et ceux qui s'en servent comme un lieu de divertissement. Et je disais que vous écriviez de la poésie, il n'y a pas eu de tentation, parce que là finalement vous êtes dans une narration plutôt, enfin dans une narration, voilà, quelque chose de très narratif. Il n'y a pas eu de tentation de tordre un peu plus cette narration? Non, moi j'ai comment dire, ma voix interne, pas intérieure, et ce que je veux, c'est produire un texte qui est rythmé, avec parfois au maximum de rimes intérieures, et qui se lit d'une traite comme un flow, comme le lot justement. Et c'est la seule chose à laquelle j'aspirais, pas forcément à manipuler plus que ça les choses. Je voulais que ça soit évocatoire, et que ça soit un flux continu du début à la fin du livre. Un flux, Thibaut, ça vous parle? Bah, en fait, moi, la mémoire adjuge de la forme du texte, donc forcément, une mémoire, elle a des moments où elle est un flux, et il y a des moments où ce flux s'arrête brutalement, il y a des rétractations, des dilatations, il y a des oublis, d'où le titre L'entroubli aussi. Beaucoup de choses se jouent dans mon cas dans ces interruptions-là, l'interruption de ce flux, qui en effet, enfin moi j'adore Virginia Woolf et ses flux de conscience, mais je ménage beaucoup aussi les silences qu'il y a entre ces flux-là, et qui ont chacun voilà, un aspect plus narratif selon la texture même du souvenir.
Il y aura des choses, voilà, des choses qui ont été vécues activement, qui prendront, plutôt, un aspect romanesque et puis dedans, dans mon texte, la poésie a la même place que dans ma vie, c'est-à-dire une sorte de bouffée d'air et de suspension momentanée et salutaire et c'est surtout à ça que je me dévoue, quoi. Cet homme écrit: «J'ai dans le crâne du verbe au lieu de neurones». Juliette, je disais une écriture extraordinaire comme vous dites vous-même dans les remerciements à la fin. Il y a à la fois beaucoup de dialogues, c'est à la fois un langage très contemporain et en même temps, à certains moments, il y a des termes de vieille quinquagénaire, voire des termes de ma grand-mère, enfin un peu désuets. C'est très sonore, cuit, plop, etc. Enfin, c'est quelque chose de très sonore. Elle est venue naturellement, cette écriture? Oui, oui, vraiment, il y a pas de c'est un livre qui a pas été édité quasiment. Donc c'était très enfin, je veux dire l'écriture est très Bernard comment? mais comment Bernard? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était, oui, un flux même dans le rythme de l'écriture, donc c'est vrai que c'est oui, enfin, Juliet qui a décrété qu'on allait finir à l'heure, 12h02. oui, c'est vrai qu'une fois que tu l'as dit, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je 1, 2, 3, c'est bon». Eh ben, parfait. Bon, évidemment, il n'y a pas le temps de prendre des questions du public, mais vous allez en dédicace là? Oui, hein, donc s'il y a des questions, je pense que ça pourra se faire au moment de la dédicace. Un grand merci, Marin Postel et La mer est un mur. Un grand merci, Thibaut Dalman et L'Entroubli. Et un grand merci, Juliette Drouard et Cui. Un grand merci à vous tous et toutes. Merci Sophie. Merci.